Voici Tam Tam Tropical, votre émission d'information et de débat sur l'Afrique et sa diaspora, conçue et présentée par Juvénal Noël. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam. En un temps record, des messages étaient relayés dans plusieurs contrées. Tam Tam Tropical, l'Afrique chez vous, chaque mardi de 19h à 20h sur Radio Pluriel. Tam Tam Tropical, votre magazine sur l'Afrique, conçu et présenté par Juvénal Noël. À la une de ce magazine, nous allons directement sur le continent africain où Yahya Jammeh en Gambie a finalement accepté de quitter le pouvoir. Il a trouvé donc asile politique en Guinée équatoriale. Des heurts se poursuivent dans la zone anglophone du Cameroun. Les deux provinces, où le nord et le sud-ouest Cameroun, sont toujours dans de violents heurts où des villes fantômes, comme ces villes ont été donc baptisées, des moments où les citoyens décident de ne pas pratiquement rendre la ville active, donc se poursuivent. Pendant ce temps, c'est une répression sanglante qui se poursuit. Ces titres et bien d'autres seront développés dans ce magazine également, dans le cadre de notre réflexion radiophonique dont nous poursuivions dans notre débat sur les couples mixtes, les couples dits franco-étrangers. Pour en parler ce soir, nous avons deux invités qui nous viennent donc du mouvement des amoureux au banc public. Face à moi, elle s'appelle Cyrielle. Bonsoir. Bonsoir. Mais c'est notre invitation. Vous êtes donc bénévole dans le mouvement des amoureux au banc public. Vous êtes amoureuse au banc public, c'est bien cela? Oui, tout à fait. Également, pour vous accompagner, vous êtes avec une autre amoureuse. Elle s'appelle Jackie. Bonsoir, Jackie. Apparemment, le micro de Jackie semble ne pas ouvert. Là, oui, c'est bon? Oui. Bien. Ok. Bonsoir. Bonsoir, Jackie. Donc, vous nous parlerez donc effectivement des difficultés que vous rencontrez régulièrement pour permettre à ceux qui sont dans les couples, on va dire franco-étrangers, de trouver donc une régularisation. Est-ce une tâche facile, Jackie? Alors, moi, ça fait un mois que je suis membre de l'association. C'est déjà suffisant? C'est déjà bien suffisant. Donc, j'ai fait 2 permanences et non, ce n'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile face à moi, Cyrielle. Non, clairement, c'est pas du tout facile. En fait, si c'était facile, il n'y aurait pas besoin d'avoir une association telle que la nôtre. Ces informations et bien d'autres dont nous serons développées dans quelques instants. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ensemble pour une 50aine de minutes d'informations et de débats sur l'Afrique et sa diaspora. Soyez les bienvenus donc. Merci donc à nos invités qui sont déjà bien installés dans ce studio, un studio très féminin pour ceux et celles qui prennent notre image. Que maintenant, face à moi, elle s'appelle Cyrielle. Bonsoir Cyrielle, une fois de plus. Bonsoir. Et à votre gauche, c'est Jackie. Bonsoir. Toutes deux amoureuses au banc public. Pourquoi le banc public? On reviendra vers vous dans quelques instants. Le temps de prendre donc quelques brèves en provenance de l'Afrique et on revient de vous dans quelques instants. Nous allons directement en Gambie où l'état d'urgence est donc levé. Le Parlement gambien a levé l'état d'urgence imposé la semaine dernière, dans moins d'une semaine après donc le départ de l'ex-président Yahya Jammeh. Le président donc, Yahya Jammeh, rappelons donc, a perdu les élections. Il avait au départ accepté donc de quitter le pouvoir et malheureusement donc il a fallu un pressing de ses pairs de la CEDEAO. Le Parlement donc gambien a levé dans l'état d'urgence imposé à la semaine dernière. Moins d'une semaine après le départ de l'ex-président Yahya Jammeh, selon l'envoyé spécial de nos confrères de la BBC à Banjul, la capitale de la Gambie, un membre de l'ancien parti au pouvoir s'est excusé pour avoir soutenu cette décision dont le seul but était d'aider l'ex-chef de l'État à se maintenir au pouvoir. Il s'agit d'un nouveau pas vers le retour à la démocratie dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest après
plus d'un mois de crise post-électorale. Le président Yahya Jammeh, qui avait concédé sa défaite lors de la présidentielle du 1er décembre dernier, est revenu sur sa décision en rejetant le verdict des urnes après de multiples consultations et négociations de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Yahya Jammeh a quitté son pays samedi dernier pour l'exil en Guinée équatoriale. Son successeur Adama Barrow, qui est au Sénégal depuis plusieurs jours, a prêté serment dans la capitale Dakar. Nous quittons la sous-région Afrique de l'Ouest pour aller directement en Afrique centrale. Au Cameroun, c'est le président Biya qui annonce la création d'une commission censée promouvoir le bilinguisme. Internet coupé, arrestation des leaders de la contestation. Ces derniers jours, la répression de la fronde dans la zone anglophone avait franchi un cap. À Bamenda, la capitale du nord-ouest du Cameroun, centre du mouvement protestataire, les activités sont toujours ralenties. Dans un geste d'apaisement, le président Biya a signé hier lundi 23 janvier le décret créant une commission nationale pour la promotion du bilinguisme. Le décret portant dans la création de la commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme pendant effet dans les prochains jours. L'organe consultatif sera composé de 15 membres et aura notamment pour mission de soumettre des rapports et des avis au président de la République et au gouvernement sur les questions se rapportant à la protection et à la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme. Lors de la décolonisation dans les années 60, les zones contrôlées par l'Angleterre et la France se sont unies pour former le Cameroun. Depuis, le pays possède 10 régions dont 8 francophones, tandis qu'environ 5 millions d'anglophones vivent dans le nord et le sud-ouest du pays. Depuis le mois de novembre dernier, la minorité anglophone manifeste pour réclamer plus de droits. Les anglophones, qui représentent environ 20% de la population, s'estiment marginalisés. Certains sont même allés jusqu'à demander un retour au fédéralisme, comme c'était le cas entre les années 1961 et 1972, une option catégoriquement rejetée par les autorités de la capitale Yaoundé. Nous allons dans la zone des Grands Lacs au Congo RDC. L'opposant congolais Étienne Tshisekedi qui retourne en Belgique, figure emblématique de l'opposition en République démocratique du Congo. Étienne Tshisekedi doit retourner en Belgique pour des analyses médicales, dit-on. Le magazine Jeune Afrique qui donne l'information avance qu'un jet privé venant de la Belgique doit venir récupérer donc le leader de l'UDPS. Étienne Tshisekedi va s'abstenir durant quelques semaines de la République démocratique du Congo. Il ira effectuer donc un check-up médical en Belgique, comme ce fut le cas en 2014. Son fils Félix Tshisekedi l'a confié au magazine Jeune Afrique, assurant qu'il ne s'agit que d'une simple consultation. C'est en principe dans la soirée de hier lundi que le chef de file du Rassemblement, la principale coalition de l'opposition, qui doit quitter dans la RDC pour la Belgique, une autorisation du survol et d'atterrissage du territoire congolais a notamment été accordée au jet privé qui doit le conduire, précise le magazine. Radio Pluriel, votre fenêtre sur le monde. En arrivant en Europe, je voulais d'abord faire comme les habitants de l'Europe, m'assimiler, m'intégrer dans la vie de la France, donc respecter les lois et pouvoir chercher le boulot. Je ne vis pas du tout mon rêve en France, parce qu'en fait, je pensais qu'ici, c'était le paradis. Oh, c'est difficile comme tout le monde, hein. Il y en a qui sont vraiment de la vraie diaspora, qui vont à l'école, qui sont des licenciés, mais il y a trop de banditisme de la diaspora ici. Il faut qu'on puisse faire comprendre aux jeunes que quand on est dans un pays, on respecte la loi de ce pays-là. Bien, le décor est implanté pour ceux et celles qui prennent notre image que maintenant, nous sommes rentrés dans la partie réservée dans le débat radiophonique. Depuis le début de ce mois, nous parlons des couples mixtes, les couples noirs et blancs, comme on aime bien le dire, ou les couples franco-étrangers, c'est-à-dire un Français de souche, même si l'expression ne plaît pas à certains, c'est le cas de le dire, et également d'un Français ou de quelqu'un d'autre qui vient d'une autre culture et qui veut s'installer en France et vivre tranquillement et paisiblement son amour. Et donc, pour nous accompagner dans cet échange, ce soir, nous avons deux invités
Deux amoureuses au banc public. Il faut préciser que le banc, c'est avec B-A-N. Il s'agit face à moi de Cyrielle. Une fois de plus, merci d'avoir accepté notre invitation, Cyrielle. Merci à vous. Vous êtes donc bénévole dans le mouvement des amoureux au banc public et à votre gauche pour vous accompagner s'appelle Jackie. Bonsoir Jackie, une fois de plus. Bonsoir. Également pour nous accompagner dans nos échanges, il s'appelle Henri Tiki, il est psychologue et clinicien. Il nous apportera donc son regard. Bonsoir Henri Tiki. Bonsoir. Décor implanté. D'abord, Cyrielle, pourquoi amoureux au banc public? C'est notre fondateur Nicolas Ferrand qui a trouvé le nom. Certainement pour faire un clin d'œil avec la chanson de... J'ai perdu le nom du chanteur. Georges Brassens. Merci. Les amoureux banc public. Oui, tout à fait. Avec le jeu de mots avec les bancs BAN pour les bancs du mariage. Juste au banc public. D'accord. Et pour comprendre ce mouvement aujourd'hui, est-ce que ça a raison d'être? Totalement. Totalement. C'est-à-dire que on le voit déjà, la fréquentation de notre association est en nette augmentation. Et les gens, quand ils viennent à notre association, pour beaucoup, on fait de l'information de droit des étrangers. Et les gens qui viennent dans notre association trouvent un certain réconfort aussi. Ils trouvent du réconfort. C'est le cas où je pose la question qui devrait être posée en premier. Qu'est-ce que c'est les amoureux au banc public? Les amoureux au banc public, c'est initialement un collectif de couples binationaux, donc franco-étrangers, mais aussi européano-étrangers, enfin un européen avec un hors européen. Et je me suis perdue. Donc, alors la question est de savoir pourquoi, qu'est-ce que c'est le mouvement des amoureux au banc public? Ah oui, oui. On est un collectif qui défend les droits des couples binationaux. Oui. Donc avant, nous étions un collectif, maintenant nous sommes une association. Okay. C'est un mouvement qui est sur la France entière. Il y a trois missions. Il y a la mission d'abord de conseil, d'aide, les couples viennent nous voir. Et puis il y a aussi de la sensibilisation, comme on est un peu en train de faire en ce moment. Et il y a aussi le plaidoyer auprès des politiques. Il y a 3 missions en fait. Bien. Ça, c'est l'association des amoureux au banc public. Dans le cadre de notre magazine radiophonique, notre réflexion radiophonique ce mois, nous réfléchissons sur les chances, les forces et les faiblesses d'un tel couple. Ça laisse croire donc par expérience, vous avez eu à voir ou à assister donc à des ruptures. C'est triste de le dire, mais c'est souvent le cas. Un couple qui, à un moment donc franco-étranger, ou bien un couple franco-français, ou un couple d'étrangers qui s'unit, et puis un jour se déchire. Nous, on s'intéresse davantage donc seulement au couple franco-étranger parce qu'on a l'impression que ce sont des couples qui soit sont très forts, ou alors sont plutôt très faibles, soit des causes exogènes dans le sens que c'est pas forcément le couple. Chaque union a des faiblesses en interne, naturellement, mais aussi le seul fait d'être un couple, on va dire, métis, appelons-le ainsi, cela semble avoir d'autres difficultés, le cas des difficultés administratives. Notamment. D'expérience, Cyrielle. Oui, très clairement, les démarches administratives sont... Le parcours administratif d'un couple mixte est tellement long, fastidieux et décourageant qu'il peut avoir raison de nombreux couples, en effet. D'ailleurs, aux yeux de l'administration, c'est un petit peu une raison. Ça, pour eux, c'est sans faire de généralité, c'est... le couple n'était pas assez fort pour tenir, quoi. Le couple n'est pas assez fort pour tenir. Dans la question, généralement, ces couples, on sait aujourd'hui que si l'administration en place, que ce soit de gauche ou de droite, sont assez durs, c'est que beaucoup ont profité de cette brèche pour être régularisés. Mais vous, je sais les défendre. Quel outil avez-vous pour savoir que ce couple est un couple réellement, un couple amoureux, enfin, un couple pour des raisons d'amour? Quelles raisons avez-vous? Quels outils avez-vous autant pour moi? Alors... c'est une question qui revient beaucoup, oui. Qui nous est très souvent posée. Et on a la réponse qui est de dire que ce n'est pas notre travail de vérifier la véracité des couples. L'authenticité même de l'amour. L'authenticité de l'amour. Par contre, comment dire on doit leur donner un maximum de conseils et qu'ils soient au courant de leurs droits, après, de savoir si c'est un vrai couple ou pas. Jackie, j'insiste un tout petit peu parce que j'ai dit si
Sans toutefois jeter un discrédit sur ces couples, la question est de savoir quels sont les outils dont vous disposez, vous, puisque vous défendez déjà cette union-là, de facto, en tant qu'association. Oui, Cyrielle. Alors là, nous sommes en train de mettre en place une charte éthique qui justement nous permettra en amont, quand nous recevons les couples, dans notre charte, nous pensons mettre justement en avant ce côté éthique, oui, authenticité. Oui, authenticité du couple, parce que pour notre part, nous sommes contre tout mariage blanc. Ce n'est pas du tout ce que nous prônons. C'est très bien dit, mais comment vous ferez demain, une fois que la charte est mise sur pied, pour pouvoir vérifier cela? Est-ce qu'il y a des outils pour vérifier? Quand deux individus dans un bon couple viennent vers vous, ils sont tous souriants, ils se regardent avec tendresse. Devant vous, c'est un couple. Oui, devant couple nous avons d'amour. un couple, oui, en effet. Mais le couple, il vient. Alors, déjà, les couples, quand ils viennent pour beaucoup chercher de l'information. À partir de là, nous leur donnons les informations juridiques. Nous restons dans un cadre légal. Oui. Nous les informons sur leurs droits, ce qu'ils ont le droit de faire, ce qu'ils n'ont pas le droit de faire, quelles sont les solutions ou non. Parce qu'il arrive que des fois, nous disons, nous n'avons pas de solution pour vous. Et nous leur donnons les différents choix qu'ils peuvent avoir, à eux de faire leur choix. Nous ne sommes pas... Ils ont la liberté de faire le choix. Ah, totalement. C'est là où j'insiste en vous disant, aujourd'hui, vous êtes une association qui défend ces couples-là face à la loi. C'est-à-dire qu'on se dit qu'il y a des causes, on va dire, exogènes, c'est-à-dire qui viennent de l'extérieur, qui fragilisent cette union-là devant la loi. La loi, de manière générale aujourd'hui, est-ce que vous pensez que la loi les protège déjà? Non. Non, non. Pas du tout. Non, pas du tout. Parce que c'est déjà... En fait, c'est un combat constant contre les administrations. Parce que vous êtes constamment en train de vous justifier. De vous justifier sur, comme vous dites, l'authenticité de vos sentiments ou sur toute vie familiale que vous pouvez avoir, en fin de compte. Cyrielle, je veux comprendre. Ça fait après combien de temps que vous êtes dans ce mouvement, dans Ça fait l'association? 1 an et demi que je fais partie de l'association. Ça laisse croire qu'effectivement, 1 an et demi, ça laisse croire que vous avez eu à vivre des situations assez particulières. Personnellement, j'ai vécu ce parcours-là, oui. Personnellement, ça devient intéressant. Pour l'avoir vécu, oui. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça vous a plutôt renforcé ou plutôt fragilisé? C'est très difficile parce qu'il y a des moments où, quand vous vous retrouvez dans de telles situations et que vous vous retrouvez dans une crise de couple, c'est difficile de continuer. C'est très difficile. Et sur quoi vous appuyez pour continuer à ce moment-là? J'imagine, alors, un cas pratique. À la maison, vous vous êtes pris la tête avec votre être aimé, oui. Et vous êtes appelé à aller dans une démarche administrative pour régulariser cette personne que vous aimez. Comment vous faites? Vous êtes avec cette personne, c'est du soutien. Si vous lâchez à la première épreuve qui est devant vous, après je pense que c'est propre à chacun. Pour ma part, pour notre oui. Couple, ça nous a renforcés. À chaque fois qu'on traversait une épreuve, on se regardait et on l'a fait, quoi. Je voudrais me retourner vers notre psychologue analytique. Vous nous suivez? Oui, je suis là. Cyrielle nous dit que dans l'épreuve, à ces moments difficiles, là, ça renforce un couple. Et pourtant, l'impression qu'on peut avoir, c'est que, étant donné que chaque couple vit des moments particuliers, des moments souvent difficiles, ça les renforce plutôt au lieu de les fragiliser. Qu'en pensez-vous? De toutes les manières, on le sait depuis toujours que autant un individu se mesure face à des obstacles, de la même manière, un couple face à ces épreuves doit se souder. Mais la question qu'il serait intéressant de se poser ou de poser à tous les protagonistes, c'est de savoir qu'est-ce qui fonde le choix de la différence, le choix du couple mixte. Parce que en cherchant à savoir pourquoi on choisit quelqu'un qui est différent de notre culture, on pourra peut-être, dans leur association, savoir si les rapports, le lien est sincère ou pas. Qu'est-ce qu'ils fondent? Qu'est-ce qui justifie le choix de cette différence fondamentale? Est-ce l'amour véritable? Est-ce les échecs dans une vie? Est-ce le défi avec la société ou avec la famille? Est-ce un désir de rupture familiale? Qu'est-ce qui fonde le choix dans un couple mixte? On va plutôt laisser nos protagonistes répondre. Et face à moi, Cyrielle, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Dans votre cas, par exemple. Oui, c'est une question très intéressante dans la mesure où
je peux vous répondre. Allez-y. Alors, pourquoi ce choix? Alors, après, je pense que c'est personnel. C'est très personnel, en effet. Donc, je ne peux pas parler au nom de l'association. Je peux vous parler comme mon nom propre. Par exemple, oui. Pour ma part, j'ai toujours été très attirée par les personnes qui ont une culture différente de la mienne, parce que je m'épanouis dans la diversité. Donc, à partir de là, je ne pense pas que ce soit un désir de rentrer en rupture, soit avec ma famille, soit avec la... Non, je pense très sincèrement que c'est plutôt un enrichissement d'être avec une personne qui va être différente de moi. Je vais apprendre de sa culture, elle va apprendre de la mienne. Et ça a été comme ça. Après, une petite question. Allez-y. Qui choisit sur des critères bien précis la personne dont elle tombe amoureuse? Je ne sais pas, mais vous ne le choisissez pas. En fait, vous essayez de nous faire comprendre que dans votre cas, c'est l'amour, point. Ah ben, j'ai pas choisi, oui. Parce que moi, dans le début de votre réponse, c'était un désir, une volonté d'enrichissement. Non, c'est ce qui s'est s'enrichit sur le plan culturel, par exemple. Après, parce que c'était la première fois que je me retrouvais dans un couple franco-étranger. Henri Tiki, voilà une réponse qui peut sembler quand même assez intéressante, c'est-à-dire quelqu'un qui, naturellement, aime, mais trouve que le fait de la différence d'autrui est un plus, et s'appuyer sur ça. Mais est-ce que c'est suffisant? Disons qu'à la base, on aime, et du fait de la différence, c'est suffisant. Je dis non, l'amour est lucide, l'amour part des réalités concrètes. Elle a fait un choix de différence. On sait que qui s'assemble se ressemble. On est plus tenté à aimer celui qui nous ressemble le plus. Elle a fait le choix de la différence, d'aimer celui qui est le plus différent d'elle. Qu'est-ce qui fonde cet amour? Moi, j'ai envie de chercher à savoir plus dans son histoire de vie. Pourquoi ce choix? Peut-être elle-même, elle ne prend pas conscience du fait d'avoir choisi cette différence lointaine. Tous les couples mixtes, il faut bien qu'on essaye de savoir, parce qu'on ne peut pas fonder une relation durable sur le seul choix d'une différence culturelle. C'est entendu, on ne peut pas fonder une relation durable, et dit bien durable, sur le seul choix, sur le seul point d'une différence culturelle. Quand vous l'entendez aujourd'hui avec le temps, puisque une fois qu'on est amoureux, on est amoureux. C'est avec le temps qu'on dit, bon, je l'aime parce qu'il est beau, je l'aime parce qu'il est riche, je l'aime parce que... Mais lorsqu'on est vraiment épris par un sentiment, comme vous le disiez tout à l'heure, on ne sait toujours pas pourquoi on aime. Dans votre cas, est-ce que vous croyez que cela est suffisant pour avoir un socle commun? Le fait d'aimer la personne pour... Une différence culturelle, par exemple? Mais, on n'aime pas une personne juste pour une différence culturelle ou pour une caractéristique physique ou un métier. Je ne sais pas. Comme je vous disais, à mon avis, on ne choisit pas la personne dont on tombe amoureuse. Peut-être qu'en effet, il y a en effet ce vieil adage qui dit qui se ressemble s'assemble, mais on dit aussi que les contraires s'attirent, donc c'est assez contradictoire là-dessus. Assez contradictoire là-dessus. Je crois que ça me fait rire. Disons que pour nous, il est important d'entendre des témoignages, parce qu'on n'a pas aujourd'hui une jauge pouvoir mesurer l'intensité, la profondeur d'un sentiment dans un couple mixte ou un couple, dans les couples en fait. C'est-à-dire c'est chacun qui porte son histoire, mais il y a quand même des points qui se ressemblent. Au point où on se pose la question de savoir aujourd'hui si ces couples-là sont au départ déjà assez forts pour tenir par rapport aux autres. Mais petite question, allez-y. Quelle est la nécessité de vérifier, de rentrer dans l'authenticité des sentiments des couples mixtes? Vous allez avoir dans des couples français des couples qu'on pourrait dire mixtes parce qu'ils n'ont pas la même catégorie sociale. Par exemple. Des gens qui ne viennent pas du même milieu, ça peut être pratiquement aussi déroutant que quelqu'un qui vient d'un autre pays. Donc, quelle est cette nécessité de rentrer dans le couple et de vouloir connaître le bien fondé des sentiments? Chaque couple a sa raison d'être. Appelez le 04 78 21 05 95. 04 78 21 05 95.
Bien, pour ceux et celles qui prennent le train marche, que maintenant nous sommes dans la partie réservée donc à notre réflexion radiophonique. Ce mois, nous parlons des difficultés que rencontrent les couples mixtes, les couples franco-étrangers, les couples noirs et blancs, les couples qui sont métis sur le plan culturel et même parfois aussi, même souvent sur le point de vue biologique. Dans ce sujet, nous recevons deux charmantes dames qui viennent du mouvement de l'association des amoureux au banc public, deux amoureuses au banc public. Et nous ont dit qu'au banc public, en s'inspirant de la chanson de Georges Brassens, les amoureux au banc public, le banc, c'est l'appellation des bancs pour ceux qui vont se marier. C'était une association qui défend donc les couples franco-étrangers qui rencontrent des difficultés sur le plan administratif. Elle essaie donc de nous dire comment on peut vivre dans un couple franco-étranger et tenir. Tout à l'heure, Cyrielle nous disait que la différence peut être un point fort, ça peut être quelque chose qui permet à un couple d'être très fort, en sens que quand on est différent, on s'enrichit de la différence de l'autre et cela peut permettre de faire un long voyage. Donc, le mouvement des amoureux de l'association, il faut bien préciser que rester un mouvement, aujourd'hui, c'est une association. Dans le cadre de votre travail de bénévole, vous aidez cette association. Dites-nous, il y a une suspicion qui pèse généralement sur le partenaire étranger. Jackie. Non. Moi, de l'expérience que j'ai de l'association pour l'instant, c'est que justement, un couple arrive et nous présente son histoire et il n'y a pas de suspicion, justement. Et c'est contre cette suspicion qui est constante contre les couples étrangers que, justement, on veut faire de l'aide juridique et leur donner leurs droits. Bien, je vais préciser mon propos, c'est que effectivement, lorsqu'un couple franco-étranger, appelons-le ainsi, dans le cas de ceux qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas régularisés déjà en France, veut vivre librement et sereinement de leur amour sur le territoire français, celui qui va être régularisé, c'est l'étranger. Et donc, si sur le plan administratif, il rencontre des difficultés, c'est qu'on doute de l'authenticité du sentiment de celui qui vient d'ailleurs. Tout à fait, oui. D'où la question de savoir pourquoi ces préjudices tenaces qui pèsent sur celui qui vient d'ailleurs. Est-ce à croire que celui qui vient d'ailleurs n'est pas forcément amoureux? Moi, je dirais que de la part de l'administration, ils veulent vérifier parce que dans le cas où effectivement l'autre personne n'est là que pour des papiers, le français se transforme comme une victime. Mais je ne sais pas, je ne vois pas pourquoi il y a cette suspicion constante. C'est justement la question. C'est un sujet politique. Ah oui. C'est un sujet politique. L'immigration est un sujet qui est quand même... Qui se vend bien. Bien sûr. Qui passe bien. Tout à fait. Même Donald Trump, de l'autre outre-Atlantique, le fait, et ça passe bien. Ça passe bien, c'est-à-dire quand Donald Trump dit qu'il va fermer les frontières, il va chercher donc un électorat qui... C'est polémique, ça attise les foules, les gens s'intéressent à ça. Et en France aussi. Bien sûr. D'où en fait... Après, c'est pas parce que de la part de l'administration, il y a parfois des suspicions, ça peut pas dire que c'est... Il y a des lois, il y a des règlements, il y a des circulaires, il y a des choses à suivre. Donc, puisque vous les défendez en tant que bénévole, vous défendez effectivement ces couples-là. Et je veux dire, l'arsenal juridique qui existe aujourd'hui, est-ce qu'il vous permet d'être fort pour défendre cela? Cyrielle? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Aujourd'hui, puisque vous avez choisi dans votre association de défendre les couples franco-étrangers qui font face aux difficultés administratives, en fait. Difficultés administratives, quelles qu'elles soient, nous n'avons pas que des personnes qui sont sans papier. Nous avons différents types de cas de figure. Hein. Mais ce soir, nous parlons... Ce soir, nous parlons que des couples avec des sans-papiers, ok. Pas sans-papiers. on fait allusion, puisque nous parlons effectivement des couples mixtes, d'accord, les couples franco-étrangers, appelons-les ainsi, c'est peut-être plus correct, je ne sais pas. Mais je veux dire, généralement, dans ce cas-là, c'est qu'il y a un des conjoints, un des amoureux, d'accord, qui n'est pas régularisé en France. Ou qui rencontre des difficultés à sa régularisation. À sa régularisation, voilà. Et c'est là où vous donnez un coup de main. Vous les aidez. On les informe sur leurs droits. Les informer sur leurs droits. C'est une aide juridique quand même. Oui, les informons sur leurs droits. Nous pouvons les accompagner sur certains dossiers, faire des accompagnements en préfecture. Voilà. Après, il y a aussi un gros soutien psychologique et on fait une petite communauté. Une communauté aujourd'hui qui regroupe à peu près combien de membres? Approximativement. Alors, en bénévole actif, nous devons être à peu près une quinzaine. Et cette année, nous avons eu un petit pic de nouveaux bénévoles, dont Jackie. Voilà, donc nos effectifs sont à revoir. Après, sur notre liste de diffusion, avec nos invitations aux permanences, nous sommes à 400
400 mails, 400 couples. C'est qu'il y a un grand nombre. En pendant cette émission, vous faisiez allusion aux difficultés que rencontrent ces couples, par exemple, lorsqu'elles sont face aux administrations, face aux policiers qui posent parfois des questions qui violent leur intimité. Très clairement, c'est très insuffisant. Quelles pourraient être ces types de questions qui sont posées? Les questions? Oui. Étant donné que je n'en ai pas subi moi-même, je sais un peu. Qu'est-ce qui vous mais qu'est-ce qu'on vous rapporte? Qu'est-ce qu'on nous rapporte? C'est des questions, vous savez, du type? Ce sont des interrogatoires qui peuvent durer 2 heures. Et ce sont des questions qui vont sur la vie familiale. Donc, comment se déroule votre vie quotidienne, votre vie intime? Je ne serai pas je ne ferai pas le pervers radiophonique, surtout pas. Mais j'ai envie de dire, si moi j'aime, si je suis amoureux et qu'on me demande si j'aime ma partenaire, je dis oui, je l'aime. Et on me demande 10 000 fois, je dirais oui, je l'aime, oui, je l'aime, oui, je l'aime. Mais quelles sont les questions qui pourraient violer, où la personne pourrait se sentir fragilisée, par exemple? Alors déjà, dans les interrogatoires, vous allez avoir le droit à poser les questions. Vous allez avoir des questions sur la famille de votre compagnon ou compagne. Vous allez devoir expliquer que vous devez tout connaître sur le bout des doigts. Comment ça, par exemple? Vous devez savoir le nom d'un tel, la date de naissance, tout. L'arbre généalogique de l'autre côté, vous devez le savoir. C'est pas évident. Clairement pas. C'est là où c'est parce que c'est pour prouver que vous connaissez bien la personne. Parce que si vous connaissez sa famille, vous connaissez la personne. Dans l'idée. Dans l'idée. Par contre, au niveau des questions, les questions que vous pouvez avoir, c'est est-ce que vous vous écrivez? Si les personnes sont séparées, est-ce que vous vous écrivez? Ils vont voir le contenu de vos mails, de vos SMS, de vos conversations, très souvent Skype ou Viber, sur Internet, sur les réseaux sociaux. Est-ce que la loi autorise cela? Je vous avouerai que je ne saurais pas vous dire. Je pense que dans le cadre de recherche, oui. Après, la loi autorise qu'un agent de police aille lire les mails intimes qu'un couple se... Je ne saurais pas vous dire. Je voudrais pas vous dire de bêtises, je préfère rien dire là-dessus. Oui. Et dans d'autres cas où les personnes se sentent pratiquement violées dans leur intimité? Vous savez, le meilleur exemple que je peux vous donner, allez-y. Nous avons un film documentaire qui s'appelle... très bien, je l'ai oublié. C'est très très bien. Donc nous avons un film documentaire qui retrace l'expérience de ces couples. Si vous le permettez, je vous donnerai le nom après parce que là ça m'a totalement échappé. Oui. Et dans ce couple, dans ce film-là, qu'est-ce qu'on y voit? Dans ce documentaire, qu'est-ce qu'on y voit? Quels sont les grands moments quand... vous allez avoir des témoignages de couples. Vous allez avoir les couples avec... Quelles sont les phrases choc? Parce que ce que nous, on aimerait entendre ce soir, puisque, je le répète... Les phrases choc. Parce que si on a pris... nous sommes venus vous chercher parce que vous êtes une association qui rencontre régulièrement des couples. Et on sait combien il n'est pas évidente une vie de couple qui, plus, fait face à des difficultés administratives. Ça laisse croire pour nous que ça fragilise. Ça peut davantage fragiliser. Vous dites tout à l'heure, par exemple, que quand vous vous prenez la tête avant d'aller faire une démarche administrative, c'est pas toujours évident. Personnellement, donc il faut faire un effort supplémentaire. Et l'autre question que je voulais d'ailleurs vous poser, c'est de savoir, est-ce que dans le temps, cette personne ne s'est pas soumise à un chantage du genre, attends, tu fais ton beau aujourd'hui, grâce à moi, tu serais sans papier? Ah si, nous en avons des... Alors, nous recevons... assez peu, mais nous avons reçu des couples qui ont subi ça, oui, en effet. D'ailleurs, dans notre association, nous recevons des couples qui sont au début de leur relation, des couples qui sont ensemble depuis très longtemps, et des couples qui sont séparés. Et les couples qui sont séparés, on va les aider après pour, dans la mesure où c'est possible, le renouvellement de leur titre de séjour ensuite. Et nous avons en effet des couples qui peuvent subir ces pressions... avec un Français qui se sent pousser des ailes et qui en profite. Mais ça, comme dans tout couple où il y a un rapport de force, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est pas particulièrement sain, mais ce n'est pas propre aux couples franco-étrangers, même si dans ces couples-là, en effet, le titre de séjour pour beaucoup dépend du conjoint français. Et pour être un conjoint de français, c'est lourd à porter. Vous écoutez Tam Tam Tropical sur Radio Pluriel.
Ça y est, c'est dit, c'est lourd à porter être un conjoint français lorsque l'autre qui a eu la chance, ou plutôt on va dire dans ce cas-ci le privilège d'être régularisé grâce au sentiment, parce que l'amour a permis de pouvoir régulariser quelqu'un, ça veut dire que c'est une dette qu'on pourrait payer à vie. Comme je vous disais, c'est Oui. très lourd à porter. Savoir qu'en fait, ce titre de séjour dépend de vous. Oui. Pour ma part, c'est très lourd à porter. J'ai envie de me dire Prêcher que... ses âmes. Grâce à moi, souviens-toi, je suis à mémoire courte. C'est Non, pas alors, vous, ça- Jackie. Oui, Enfin, non, bien sûr. Cyril. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être le faire, mais vous savez, c'est un combat à deux. C'est pas le français n'est pas là en disant bon bah tiens, moi je te donne tout et puis je peux repartir si tu veux demain. et puis après Tu demain ne me dois rien. tu me dois non, au contraire, lui dire tu me dois tout derrière, non. Bah je sais pas, là pour le coup on rentre dans un cadre je saurais pas dire qui... Cyrielle, tout à l'heure, vous parliez effectivement d'un groupe que vous formez, c'est-à-dire voilà, Une petite communauté. une petite communauté où effectivement cela peut arriver. Ça veut dire qu'en fait, un couple qui est arrivé, un couple, on va dire sérieux, mais qui, à un moment, face à cette difficulté-là, j'ai bien dit que ce sont les causes exogènes à la vie de couple, c'est-à-dire une régularisation administrative qui arrive. On passe l'étape, le conjoint sans papier est régularisé, le couple face à une difficulté inhérente à toute vie de couple, on se sépare. Est-ce que vous avez aujourd'hui dans votre structure des moyens de pouvoir accompagner ce genre de situation? Alors, depuis quelques mois, notre association à Lyon, l'association de Lyon, est en train de se restructurer et nous ouvrons des services en plus. Donc très prochainement, nous allons ouvrir un soutien psychologique aux couples parce que nous avons remarqué que les couples sont pour beaucoup en grande souffrance. Et quel type? Souffrance quel type économique, souffrance... Absolument. Pareil, parce que quand on dit souffrance, ça peut être large, hein, la souffrance des couples. On parle de crise en France. Oui, bien sûr. Souffrance sentimentale? Je pense qu'on peut parler absolument tous les types de souffrances parce que vous allez avoir dans un couple mixte, dans un couple franco-étranger avec donc une personne qui a des problèmes au niveau de sa régularisation, si la personne travaille au black ou non, vous allez avoir des problèmes financiers, vous allez avoir des problèmes peut-être familiaux, vous allez avoir des problèmes d'identité. Et dans votre ouverture, dans votre, on va dire, évolution, vers quoi vous entendez vous ouvrir? Une cellule psychologique, à recruter des comptables, je sais pas, j'ai comptables, des choses comme cela, je veux dire des personnes à même de l'accompagner économiquement, par exemple? Non. Parce que la grosse difficulté, c'est... Non, notre association est là pour défendre les droits défendre et informer les couples franco-étrangers de leurs droits. De leurs droits. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons pour les accompagner cette approche qui va bientôt débuter, Oui. mais nous verrons ensuite comment ça avance. Bien, le temps qui nous est imparti arrive à son terme. On n'a pas eu le temps de passer tellement ce que vous dites est intéressant. Est-ce qu'on peut vous avoir encore la semaine prochaine? Ce serait intéressant de conclure. Pas de problème. Pas de problème, très bien. Donc, Cyrielle nous reviendra la semaine prochaine. Peut-être également Jackie. Peut-être. Avec plaisir. Merci d'avoir joué le jeu avec nous. On se retrouve mardi prochain. Nos auditeurs seront très présents pour vous poser des questions et également pour nous enrichir de votre expérience. Merci. Au revoir. Notre magazine donc arrive à son terme. On se retrouve mardi prochain. Merci. Plusieurs siècles avant la création du télégraphe, au cœur de la forêt équatoriale d'Afrique, les populations communiquaient déjà à distance, grâce au tam-tam.